Alors, oui, peut-être expliquer aussi, parce que je vais beaucoup vous parler du vinatier, sans pouvoir revenir sur le contexte, français, parce que il est trop long et puis sur l'histoire des établissements, puis c'est pas tout à fait l'objet, mais ceci permet de comprendre cela. Mais en précisant aussi que je préside depuis 8 ans, je suis au Vinatier depuis ce mois-ci, donc je préside également depuis 10 ans à l'association des établissements du service public de santé mentale en France, les 206 établissements. Donc ceci fait aussi plaidoyer pour tous les autres établissements, puisque l'infinie prétention du Vinatier, c'est de faire modèle de transformation sur des choses qui basiquement ont beaucoup pareil, puisqu'on parle bien des mêmes choses, donc on va considérer qu'on est sur les acquis. Voilà. Je vais peut-être un peu vous parler de management, de projet, de choses comme ça, et en quoi ça peut avoir rapport très concrètement avec tout ce que vous avez dit précédemment, puisqu'on se retrouve complètement, on ne sait pas. Puis Nicolas m'en a pas sollicité. Euh, en partie, ce serait peut-être pas là non plus, là, Yann. Si c'était pas vécu. Euh, non, cela étant, euh, non, je vais essayer de vous présenter assez rapidement la première partie, et puis vous verrez. Alors, ça marche. Dans ce sens-là, en deux mots peut-être, rappeler ce qu'est le binatier, juste pour situer, alors sans rentrer dans le détail. C'est un des plus gros hôpitaux psychiatriques européens. Euh, Par ailleurs, donc je ne vais pas rentrer dans les chiffres, on a cette particularité, on est quelques-uns en France, bon, les plus gros en la matière, de ne pas être un centre hospitalier universitaire, d'avoir, comme on dit dans le jargon, une balance universitaire, ce qui fait que le CHU de Lyon, entre guillemets, certains m'arracheraient les yeux, pour la psychiatrie, c'est essentiellement le Vinatier. Voilà, mais c'est tous les débats qui sont en cours sur la place du Lyon dans les rapports avec les CHU. Sachant que le créneau aussi, c'est que la réforme de l'hôpital psychiatrique ne peut pas se passer de l'articulation à l'université et à l'hôpital universitaire. Euh, donc, en fait, il y a toute une partie de ce qu'on a fait transformer relève quand même de cette logique. Alors, bien évidemment, notre singularité, c'est qu'on est à la fois un hôpital psychiatrique totalement territorialisé, sectorisé, si vous voulez, et desservant la population de son territoire, et puis jusqu'à des lignes de recours. Bon, certains représentants sont responsables, sont ici présents dans cette salle. Alors, je voulais glisser au passage que la séquence, personnellement, était assez québécoise, parce qu'en fait, on s'est rendu adhérent des entretiens Jacques Cartier l'année dernière, faire vivre la santé mentale, ce qui n'était pas tout à fait le cas. D'où un voyage d'études à Montréal qui fait découvrir le bus aller-retour sur une journée jusqu'à Québec pour visiter le cerveau, parce qu'en fait, alors pas celui dont on parlait tout à l'heure, hein, celui avec un O, et notamment parce qu'en fait, on a une grosse activité de neuromodulation, etc. Donc, je pense qu'on est une des principales plateformes internationales en la matière. On l'ignorait un peu, mais on a fini par s'en rendre compte. On Marais, qui est ici présent, on en parlera tout à l'heure en conclusion. Et puis, les entretiens de Jacques Cartier vont se dérouler chez nous, et y compris au Vinatier, pour la première fois. Voilà. Donc, en fait, la question, c'était transformer l'offre de soins au prisme des patients et des aidants. C'est une question de principe, les PRTM. C'est le micro. Trop proche. Oui. Donc, en fait, d'un point de vue projet, donc on est en 2019-2020, on passe d'un premier projet d'établissement, j'appellerais, qui va constituer une phase socle, en fait, de mise en conformité avec les bonnes pratiques, parce que c'est le cœur du sujet, bien évidemment, et ce que Marc-André a dit précédemment, c'est ça. Et puis hier, en fait, je n'ai pas posé mon ultime question lors de la visite qui était fort intéressante, c'est qu'en fait, on voit bien que c'est un dispositif qui n'est pas un dispositif de recours, qui n'est pas un dispositif spécialisé, et en fait, tout ce qu'on fait dans l'établissement impacte tout ce qui est à côté, et en particulier l'ensemble de la psychiatrie, notamment l'ensemble de l'hôpital. Je parle moins du système territorial, mais tous les lits qu'on a à côté, comment ceci évolue aussi, comment on transforme de façon un peu systémique en quelque sorte, on va utiliser le terme, de système global. Et puis, on va voir comment on passe à une phase d'approfondissement qui est surtout celle dont je vais vous parler. Parce que finalement, grosso modo, impulsion, sous le contrôle de quelques-uns, dont Nicolas, Romain, etc., c'était de rejoindre les standards internationaux, ceux que vous connaissez bien, sur lesquels vous avez anticipé, dans vos standards. Sachant qu'en fait, c'est toute la question de la transformation de l'offre de soins de service public et de l'hôpital psychiatrique en France, qui soit monodisciplinaire dans des établissements multidisciplinaires.
Donc, juste signaler rapidement quelques éléments de contexte, hein, sans rentrer dans tout le détail, on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était de transformer, transformation de l'hôpital s'inscrit dans la transformation d'un écosystème territorial qui lui mettait en pleine mutation. Alors en fait, bien qu'en France, il n'y a pas de politique publique qui dise grand-chose à la psychiatrie en matière d'orientation de politique publique, on a quand même un texte de 2017 qui lance la mise en œuvre des projets territoriaux de santé mentale. On va développer tout ça, bien entendu, aujourd'hui. Et en fait, les projets territoriaux, le décret de 2017 fait directement écho au rétablissement et à tout ce dont on parle entre nous, donc je vous en fais grâce. Et la singularité de notre situation, c'est que la collègue directrice d'hôpital qui est au ministère s'occupait notamment de la rédaction de ce texte. On l'a recruté ensuite à Lyon, partant du principe qu'il fallait, en première intention, en première génération des projets territoriaux de santé mentale, transformer notamment nos établissements. À partir de là, l'essentiel du résultat porté par 3 établissements, c'est celui que le Vinatier a mis en œuvre quand on évalue le système 5 ans plus tard. Et grosso modo, donc, le projet territorial de santé mentale, et grâce notamment à sa présence, il a complètement été basé sur les principes de rétablissement. C'est la première fois, en fait, ça peut vous paraître singulier, que l'ensemble des acteurs en France des différents champs, parce que vous savez qu'on est très cloisonné, partent d'un socle de valeurs communs, en fait, qui sont les paradigmes du rétablissement. Et en particulier, donc on avait fait le choix, plus ou moins abouti, bien entendu, selon les moments, de fonder complètement le projet territorial sur les besoins des personnes et sur un collectif de personnes concernées. Ça peut paraître assez basique, mais c'était bien la première fois. Et ça, c'est pas pratiqué à beaucoup d'endroits. Alors, quand on prend donc le besoin du Vinatier, si je parle de modèle d'offre de soins de systémie, c'était avoir un système. On parle de réforme de la psychiatrie générale à tous les âges. Hein. Les 5 pôles de psychiatrie générale, il y a 10 pôles dans l'établissement, 8 sont à valence universitaire, et les 5 pôles de psychiatrie générale, enfants, des 3 adultes et personnes âgées, ont tous une balance universitaire des hommes. Et donc, en fait, l'idée, c'est tout bêtement de fonder le modèle d'offre de soins sur les paradigmes du rétablissement, en plaçant les personnes concernées au cœur des pratiques. Et alors, ça donne des choses que vous connaissez. Adopter des standards internationaux, donc données probantes et validées, bonnes pratiques cliniques et de soins. Et ça fait la marche inventée, hein, ça peut paraître aberrant, mais c'est quand même cela. Refondre l'offre de soins de psychiatrie générale, je l'évoquais, en considérant que la réhabilitation psychosociale, dont la réhabilitation cognitive, sont les soins de base. Donc ça, je m'en vais répéter en France entière que ce n'est pas une spécialité, ce n'est pas un recours, ce n'est pas un service à part, ce n'est pas intersectoriel, ce n'est pas en train de manger les moyens de la psychiatrie générale, c'est l'offre de soins de psychiatrie générale. J'enfonce une porte ouverte sans doute pour vous, mais ça fait encore partie du débat, et je pense que d'autres que moi peuvent en témoigner. Et puis, c'était placer le rétablissement au cœur de la prise en charge, des choses que vous connaissez, viser un plan de soins individualisé, on reviendra pour chaque patient, avoir des soins et des techniques de réhabilitation et de psychoéducation accessibles et proposées par le soignant à chaque étape de la prise en charge, et puis l'intégration de pairs aidants, les équipes soignantes et la production de soins, par des productions de soins, bien sûr, et donc ça, on va y revenir aussi dans les résultats. Je rappelle qu'au passage, on a fermé de 200 lits. Vous voyez, notre activité, elle est à 87% ambulatoire. Hein, donc 87% des patients ne voient pas l'hôpital dans l'année. Et donc, l'hospitalisation via la baisse notamment des durées de séjour, là on a mis des MH, les séjours cumulés, baisse de 17% en nombre de patients, quand l'ambulatoire augmente de 20%. C'est-à-dire qu'on a arrivé à démontrer, c'est régulièrement au ministre, qu'on a un système qui est à la fois pertinent et de qualité, pertinence des soins, qui ne coûte pas plus cher, voire elle est en excellent. Donc, l'année dernière, alors qu'on est tout plein d'emploi, parce que le modèle est très attractif à l'emploi, et par ailleurs, il soigne plus de patients. C'est vertueux, semble-t-il. Alors, les premiers résultats probants, je ne vais pas trop long, je vais me tourner pour lire, ce sera plus rapide. Donc, on est parti du principe, là aussi, dans l'établissement. Alors, ici, ils sont encore en compétition les uns les autres de création d'un collectif des personnes concernées, parce qu'il faut bien à un moment donné avoir un collectif pour les associer au projet et leur permettre de se mobiliser. Pour nous, c'est détasser le syndrome habituel de la présence des usagers dans les instances, quoi, telle qu'elle est organisée et très calme. Non, moi, j'ai pas 5 minutes. Hein. Ah non, j'arrête que le suite. Ensuite, lancement de élection, ça c'était singulier, du vice-président du conseil de surveillance parmi les représentants des personnes concernées, des familles. Ça c'est systématique. Lancement de la démarche d'écoute, j'y reviendrai tout à l'heure, des personnes concernées.
toute la politique de réduction des pratiques de contrainte et les enjeux du consentement aux soins. C'est là qu'on retrouve l'objectif en partie de systématiser le plan de crise conjoint. Ce que j'essaie de faire dans cette présentation, c'est de montrer que ce n'est pas que de la politique générale, c'est des pratiques du quotidien, parce qu'autrement, évidemment, ça reste complètement en surface. Le déploiement de la paire aidance en chiffres à ce jour, ce n'est pas forcément extraordinaire, mais c'est quand même conséquent, c'est que cette personne dans 8 en pôle centre gauche, et ça, c'est aussi intéressant. Il n'y a pas vraiment de projet nouveau qui ne sortent sans que les équipes elles-mêmes ne présentent immédiatement la présence d'un père aidant dans le projet et dans l'équipe à venir. La maison des usagers, ça peut français, est gérée par des pairs, les processus de réclamation également, parce qu'en arrière-plan, pour l'institution, il y a la question de l'accès à l'emploi et des personnes porteuses de troubles psychiques. Et puis, donc, il y a tout le sujet de l'aide aux aidants que Romain Ray abordera notamment dans l'après-midi. Et puis, il y a le fait qu'on s'est porté en promoteur de la formation sur l'ensemble des territoires des premiers secours en santé mentale. Ceci étant posé, donc, on bascule sur CAP 28. Je tiendrai les 20 minutes. Donc, c'est de se dire, là, je vais vous parler le management, de renouveler l'approche patient, basculer, je dirais, on peut dire bousculer le système. Hein. Alors, moi, je pars d'un principe, c'est qu'en fait, on est en train de vivre une rupture de civilisation qui s'est engagée début 2000 et pas à l'occasion de la crise Covid, et qu'en fait, on est en train de vivre tous ces bouleversements, alors qu'on mène pour partie à la poubelle, toute une partie, y compris les concepts sur lesquels on travaille. Une partie de la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est en quoi ça renouvelle, y compris le concept de stigmatisation appliqué à de nouvelles générations, pas forcément les mêmes codes, les mêmes valeurs, les mêmes pratiques que celles qu'on a connues jusqu'à présent et qu'on a pu accompagner. Alors en fait, nous, on a fait le choix de la symétrie des attentions, ça, c'est un concept managérial que j'ai découvert à cette occasion, par la Science Infuse, qui est fondé donc, sur la symétrie des attentions aux professionnels et aux personnes concernées. C'est fondé sur la symétrie des besoins. L'équipe du CARE, ça vous connaissez aussi, se faire confiance, être écouté, être reconnu, être acteur et participer aux décisions. À un moment donné, dans le monde tel qu'il est, c'est aussi important pour les patients dans le cadre de leur établissement, ça nous concernait, que pour les salariés, si on veut, qui bossent à l'hôpital. Ça donne quelque chose comme ça, c'est-à-dire que là, vous avez le projet sur la gauche pour vous. Vous avez un projet tel qu'on le fait habituellement. Donc, on additionne des projets de soins, projets médicaux, etc. Puis d'autre côté, si vous partez expérience patient, expérience collaborateur, vous essayez de concevoir globalement le projet de transformation de votre établissement, à la fois pour les patients et pour les professionnels, selon 6 axes transversaux, j'en cite 3. Favoriser le pouvoir d'action, promouvoir proximité et horizontalité, parce qu'on est sur une problématique d'horizontalité, de la décision et de partage du pouvoir. Adapter nos pratiques et nos parcours de soins, innover, se réinventer et prendre soin au quotidien. Alors oui, je précise quand même que donc 40% des thématiques, parce qu'on a 40 fiches actions, 40% des thématiques ont été travaillées avec les personnes concernées. On a associé 600 professionnels à cette affaire. Ça, on l'avait jamais fait, vraiment, j'ai du sens. Et donc, les actions concrètes, donc verbatim, les personnes concernées demandent que leur expérience et non plus seulement leur satisfaction soient réellement prises en compte pour concevoir et améliorer leur prise en charge. Elles souhaitent être qualitativement mieux écoutées, revendiquent un rôle de partie prenante dans l'organisation des soins et les parties. Donc, la direction des soins est en train de venir vers l'action d'expérience patient, ce qui engage aussi l'action de qualité et sécurité des soins. La rédaction de la politique d'expérience patient, elle est faite, je vous en montrerai un petit info plus après. C'est la généralisation, je l'évoquais tout à l'heure, du recueil d'expérience patient. Donc, on utilise une solution d'intelligence artificielle qui s'appelle Entends-moi, qui analyse tous les verbatims des patients. Et donc, tout ceci étant accessible aux représentants des usagers, aux membres du collectif des patients. Et l'idée, c'est d'intégrer ça dans la politique qualité. Alors, pour ceux pour qui ça parle, on s'est fait notamment ce recueil des verbatims traités par l'IA dans l'évaluation de la prise en charge entre le médecin et le patient. Ça constitue, on en a déjà 240, un PREMS directement. Ensuite, on participe au baromètre national de l'expérience patient, l'Institut français de l'expérience patient. C'est là qu'au Royaume des aveugles, on s'aperçoit qu'on est devant tous les autres. C'est l'amorce de l'accompagnement des professionnels, parce qu'il faut développer la formation à tout ça. Et puis, le rien de nous sans nous, c'est comment... C'est toute la question de la partie. Là, je me situe non pas sur le plan individuel, mais sur le plan collectif et de la participation à l'institution, donc l'horizontalité. On a donné des choses concrètes, donc l'intégration dans tous les projets
de la participation et de la contribution des personnes concernées. Le nouveau livret d'accueil, il est des défauts conçus, ça peut paraître une évidence, mais quand même. Là, on est en train de rénover toutes nos unités d'hospitalisation. Par définition, le contenu de la rénovation, je prends cet exemple-là, je peux en prendre d'autres, hein, sur futur service d'urgence, se fait avec les représentants du collectif. Alors, l'idée, par exemple, c'est associer systématiquement 2 personnes, jamais une seule, dès le début, dédier du temps à la préparation de chaque instance des réunions, adapter le langage utilisé, respecter la parole, y compris lors des décisions. Quand on a posé tout ça, ça devient redoutable et pour tous les services de l'hôpital, parce que ça ne se fait pas, bien entendu, spontanément. Assurer les formations à la prise de parole, on a la légitimité pour les personnes concernées de prendre la parole et de ne même pas s'auto-stigmatiser. On sait que c'est compliqué, surtout quand on leur a pendant des décennies expliqué le contraire. Améliorer les institutions, améliorer la qualité de l'accueil, hein, partout et sur tous les plans. Et puis, des choses extrêmement belles qu'on ne sait pas faire réglementairement, on fait venir des gens dans les collectifs, on ne sait même pas leur rembourser leur ticket de rue métro ou de bus. Et ça, pour des raisons très réglementaires et juridiques. Autre exemple, la prime d'engagement collectif 2025, c'est une prime qu'on les équipe sur des projets. On l'a concentré parce qu'on va être certifié en fin d'année, essayer tout au moins, on l'a centré sur l'analyse de pratique. Et pour choisir les projets éligibles, les équipes, déposées par les équipes, hein, c'est très horizontal et ascendant. En fait, il y a une cotation supplémentaire de la proposition si elle a été élaborée avec des personnes concernées. Prévenir et réprimer les violences sexistes et sexuelles pour que le monde de l'hôpital ne soit pas, je dirais, à côté du monde réel tel qu'il est en train d'évoluer, notamment sous l'angle des droits des personnes, ça me paraît essentiel, mais ce n'est pas évident, y compris dans les pratiques qu'on peut tous savoir dans nos équipes. Développer l'accompagnement des aidants et des familles, bon, ben voilà, c'est quand même 760 soignants formés dans l'hôpital sur environ 2000, hein, puisqu'on a 3000 salariés. Et puis, toutes les pratiques de soins, bah là, droit de support, hein, c'est le PSI, c'est le PCC, c'est 60 programmes de psychoéducation, aller vers une unité, donc une unité dédiée à la conception de tout ça. C'est l'objectif de 50% de débriefs post-isolement. Certains services sont, ça c'est 2025, mais certains services sont déjà assez clos ou au-delà. Donc, il y a des choses qui marchent. Et l'idée, c'est de démontrer, l'autre jour, lors d'une visite au ministre, la psychiatrie est réformable, elle peut l'être rapidement, avec des résultats rapides d'abord pour les gens. Et pour terminer, donc ça c'est le focus sur l'expérience patient, donc je vais passer, donc ça c'est la politique, vous l'aurez dans le support, je n'ai pas prévu de le détailler. Et en fait, à partir du modèle de Montréal, moi, je les achète de la logistique, on est beaucoup sur les échelles de maturité. Et donc on est en train de travailler sur la proposition d'une échelle de maturité, donc sur la participation et sur l'expérience patiente. Tout ça, c'est très expérimental, donc ça peut être partagé et discuté entre nous, bien entendu. Et puis, pour engager l'avenir, c'est ma dernière slide, mon information. Donc, on est en train de raisonner au-delà de CAP 28 de c'est quoi l'hôpital psychiatrique du futur et en quoi le Ginatier peut faire partie des 15 institutions internationales, ou plutôt reconnues pour la qualité et la pertinence de ces soins et faisant quelque chose dans le monde, et des soins du quotidien jusqu'aux soins de retour, pas uniquement sur les soins de retour. C'est toujours cette prétention et cette ambition de la modélisation. Donc, on voit qu'il faut raisonner par la santé publique et agir par la prévention, ça c'est nos personnels. Mieux investir, après, si on prend le sujet de mieux investir les enjeux de l'accès aux soins, parce que ça, c'est un sujet démocratique, de citoyenneté et de santé essentiel. Donc, comment est-ce qu'on fait? Orienter différemment la communication vers la population, et notamment autour du stigma, etc., etc. On voit bien qu'il va falloir qu'on réfléchisse sur l'ensemble de ces paramètres, à intégrer les paramètres de la déstigmatisation pour être plus efficace et pertinent. Je ne sais pas encore comment, mais c'est une question qu'on se pose. Réviser les fondamentaux de la formation initiale des professionnels, y compris par la simulation. Donc ça a commencé, mais faut-il qu'on intègre les savoirs expérientiels des patients concernés, et notamment dans tous les scénarios de simulation qu'on veut développer. La participation des usagers, elle est acquise dans les projets de recherche, mais comment est-ce qu'on fait pour qu'ils participent de la définition de la stratégie de recherche de l'institution dans un écosystème lyonnais où, en fait, l'Est lyonnais, c'est la plus grosse implantation hospitalière d'Europe. Et autour de nous, on a environ 600 à 800 chercheurs en neurosciences. On ne parle pas que de l'hôpital tout seul, et que ce que j'évoque ne peut pas se faire à partir du seul Ginatier. Ça emporte un écosystème. Et un écosystème qui s'affronte à l'écosystème parisien. C'est particulier, comment on prend en compte les attentes exprimées par les personnes concernées sur les orientations même de la politique de recherche, ou comment on leur fait valider, on les fait participer à la décision et à la validation des orientations des personnes qui travaillent sur ces sujets.
amplifier aussi les démarches et méthodes de co-design de l'innovation avec les usagers. Hein, c'est le terme pour l'innovation, le co-design. En particulier, quand on travaille sur l'application numérique et de recours à l'intelligence artificielle, on a eu Vinatier porte le premier, en grand quart sud-est de la France, porte en France le premier tiers-lieu d'innovation en santé mentale numérique. Et ça a été le premier, on était très fiers, toutes disciplines confondues, de tout le grand quart sud-est de la France. Et donc, en fait, Gariab a évidemment tous ces enjeux. Pour terminer, donc, c'est la question de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de psychiatrie personnalisée de précision. Ce qu'on met là-dedans, et notamment avec les personnes concernées. Il y a le projet de maison de la santé mentale, laisse plutôt Nicolas développer. Et donc, cette question, c'est quoi l'hôpital psychiatrique du futur qui soit aussi un hôpital ouvert à ses usagers, donc pour la période 2035-2040, et qui se définissent, c'est notre schéma prospectif en cours, et qui se définissent effectivement avec ses usagers, avec les personnes concernées, et qui soient fondés sur leurs besoins. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et donc, en fait, je précise que tout ça, d'ailleurs, il y a des poids qui sont engagés dans l'affaire. On soumet l'évaluation de notre projet d'établissement TAP 28, donc je reviens en arrière, et qu'on l'évalue chaque année. Donc là, on commence de soumettre, ça c'était une volonté de ma part, à un jury international. Donc, Luc, si vous voulez qu'il est d'accord, il est participé à un jury international. Alors, on n'a pas la même définition du temps, mais je pense être à 20 minutes 16. Certes, j'ai ignoré du temps au départ sur mon introduction. Donc, j'étais parfaitement malhonnête, je le sais. Donc, c'est bien de le dire.